En septembre 2020, une polémique éclate à l'Université d'Ottawa. Une chargée de cours voulant illustrer comment des mouvements sociaux peuvent s'approprier des insultes de manière à leur donner une nouvelle signification a utilisé le mot en haine dans sa salle de cours. Suite à cet incident, une plainte est déposée et la chargée de cours est suspendue par l'université. L'affaire prend des proportions mondiales et déclenche un grand débat au Québec sur la liberté académique. Cette question qui a été propulsée à l'avant de l'actualité est passionnante car elle est pleine de nuances et de sensibilités diverses et inégales. Elle touche au rapport de pouvoir en classe entre le corps professoral et les élèves, au rôle de l'université, à la question de la censure et à la façon dont il faut prendre soin ou pas des sensibilités parfois bien différentes d'une personne à l'autre. Dans le cadre de la démarche Jeunesse sur le vivre ensemble et suite à la demande du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, nous, un groupe de 6 jeunes, nous sommes penchés sur la question de la liberté académique. L'INM nous a accompagnés tout au long de cette démarche depuis juillet 2021. Afin de pouvoir débattre et réfléchir sur la liberté académique de façon éclairée, nous nous sommes informés et documentés à travers une bibliographie. Nous avons rencontré des experts de différents pays comme la France et les États-Unis afin de comparer les réalités vécues ailleurs à celles du Québec et nous avons rencontré des membres de la commission Cloutier. Voici le fruit de notre réflexion dans ce balado. Mais qu'est-ce que la liberté académique au juste? Selon la définition de l'UNESCO, c'est la liberté d'enseignement et de discussion en dehors de toute contrainte doctrinale, la liberté d'effectuer des recherches et d'en diffuser et publier les résultats. C'est le droit d'exprimer librement leur opinion sur l'établissement ou le système au sein duquel ils travaillent. Dans cette définition, la liberté académique, c'est aussi le droit de ne pas être soumis à la censure institutionnelle et celui de participer librement aux activités d'organisations professionnelles ou d'organisations académiques représentatives. Plusieurs experts et autres se sont penchés sur la liberté académique. Des articles et des rapports ont été publiés à ce sujet. Suite aux recommandations portant sur la liberté académique du rapport L'Université québécoise du futur, la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire a été créée, présidée par Alexandre Cloutier. S'appuyant sur les recommandations de la Commission Cloutier, début avril 2022, le gouvernement Legault a déposé le projet de loi 32 qui a pour but de protéger la liberté académique universitaire. Parmi les premières personnes concernées par ce débat, les professeurs. Quel a été leur point de vue sur la question? D'abord, situons le rôle de l'enseignant, qui est étroitement lié à la mission de l'université. Selon le rapport de la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire, la mission de l'université consiste en la production et la transmission de connaissances par des activités de recherche, de création, d'enseignement et de service à la collectivité. On comprend que les professeurs sont les défenseurs de cette mission. Ils bénéficient de droits et d'obligations qui ne sont rendus possibles que grâce à la liberté académique. En partant de la prémisse que l'enseignant a le droit à la liberté académique pour accomplir sa mission de pédagogue, nous pouvons mieux comprendre les enjeux qui découlent de la relation inégale enseignant-étudiant. Le professeur possède un savoir que l'élève désire acquérir. Il est donc en position d'autorité par rapport à celui-ci, puisque le professeur est l'expert de son savoir reconnu. On peut penser qu'il est donc le mieux placé pour juger de la meilleure façon de transmettre ses connaissances. Mais que faire alors des propos qu'il peut tenir et qui peuvent heurter la sensibilité de certains? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord remettre en contexte le concept d'une salle de classe. Dans un cours ou dans une perspective éducative, il est normal de confronter différentes idées et d'aborder certains sujets sensibles. Jean-François Gaudreault-Desbiens, professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal, résumait bien cette situation. Dans un rapport publié en mars 2020, il disait ceci, ouvrez les guillemets, « Il s'agit plutôt d'affirmer que, dans une université d'une société qui se veut encore démocratique et libérale, ce sentiment, si authentique puisse-t-il être, ne saurait constituer une justification suffisante
à l'imposition de mécanismes de censure, a fortiori lorsque ce qui est offensé ne peut être saisi d'un point de vue universitaire que comme une idée. Fermez les guillemets. Cette citation suggère qu'une idée émise dans le contexte d'un cours ne doit pas être prise comme une offense personnelle ou collective. Comme le mentionne le rapport du Comité sur la liberté académique de l'Université d'Ottawa, il faudrait faire une distinction entre ce qui est clairement discriminatoire et ce qui est simplement offensant. Mais comment faire cette distinction? Il est important de se rappeler qu'une salle de classe n'est pas un safe space. Par safe space, on entend un espace où l'on peut s'exprimer sans jugement. Au contraire, le but de l'université est de réfléchir, de se remettre en question et d'être confronté à différentes idées. Le rôle de cette institution est de produire et de transmettre le savoir. Dans leur mémoire, Julius Gray, avocat et grand défenseur des droits et libertés, et Michaela Bouchard-Racine, aussi avocate, mentionnent pour leur part, ouvrez les guillemets, qu'une université est sans équivoque un lieu où les personnes qui s'y trouvent doivent être en sécurité. Or, on ne peut dire de même pour les idées, où l'université doit forcément être le lieu où celles-ci sont le moins en sécurité et les plus enclines à être attaquées. Fermez les guillemets. Une salle de classe peut donc être comparée à un terrain de bataille où les idées sont confrontées et non les individus mêmes. Il est impératif que la liberté académique soit protégée, car elle est inscrite dans le fondement même de la mission des universités. Si les professeurs se censurent ou évitent d'utiliser certains mots, comme plusieurs le font actuellement, selon un sondage de 1079 répondants, certaines idées ou sujets ne seront pas abordés dans la communauté universitaire. Cela met à risque d'introduire des biais dans l'enseignement, la recherche et enfin au sein de la société. Dans ce sondage, 82% des personnes répondantes considèrent que les membres du corps professoral devraient pouvoir utiliser tous les mots qu'ils jugent utiles à des fins universitaires. 90% des personnes répondantes considèrent que les membres du corps professoral devraient pouvoir traiter de tous les contenus relevant de leur domaine d'expertise, et ce, peu importe leur genre, leur identité de genre, leur orientation sexuelle, leur ethnicité ou leur religion. Nos universités sont productrices de savoir. Est-ce aussi leur rôle que d'assurer un environnement propice à partager ou diffuser le savoir? En quoi ce serait du ressort des professeurs? Et qu'est-ce qu'un environnement propice pour partager et diffuser du savoir? Quoi qu'il en soit, il est clair que si nous limitons les savoirs, soit autant des sujets académiques que l'usage de mots, sous peine de heurter la sensibilité d'autrui, cela peut devenir dangereux à long terme. Nous avons vu dans les médias que la liberté académique du corps professoral est un sujet prisé par les journalistes et chroniqueurs. Un grand espace médiatique a été offert aux membres du corps professoral qui voulaient s'exprimer sur la question. Qu'en est-il des étudiants et étudiantes? Quel est leur point de vue sur la liberté académique? Quelques étudiants et étudiantes se sont exprimés dans un article de la presse pour rappeler l'importance de protéger la liberté académique dans les milieux d'enseignement. Notamment Marc-Antoine Labonté, étudiant à la maîtrise en histoire à l'Université de Montréal, qui explique, et je cite, « Les études universitaires sont confrontantes. On y rencontre des idées nouvelles, des points de vue étrangers aux nôtres. Certains de ces points de vue peuvent être détestables. Refuser de s'y confronter, c'est se fermer au savoir et refuser une mise en perspective du point de vue humain de toutes les époques. Refuser de lire un livre parce que cela heurte nos sensibilités, cela va à l'encontre de la démarche universitaire elle-même. » Fin de la citation. De son côté, Rosalie Lacasse, finissante en psychologie à l'Université de Montréal, affirme que, et je cite, « L'important, ce n'est pas d'avoir les mots parfaits, mais plutôt de parler de façon conscientisée. Qu'on le veuille ou non, les mots ont leurs histoires et sont remplis de sens. C'est pourquoi on doit les choisir en connaissance de cause. » Fin de la citation. Les propos de ces personnes nous démontrent qu'il y a un certain mécontentement et une division de la communauté étudiante face aux incidents qui se sont produits dans les universités. Les étudiants et étudiantes questionnent la liberté qui doit être accordée à leurs pairs et aux professeurs et la répercussion que cela peut avoir sur la qualité du milieu d'enseignement. Certains étudiants et étudiantes
soutiennent que les professeurs doivent être totalement libres lorsqu'ils et elles enseignent. Ils et elles devraient pouvoir aborder des sujets sensibles dans le cadre de l'enseignement, dans l'idée que cela enrichirait les connaissances des étudiants et étudiantes en plus de mieux les exposer et les préparer au monde réel. D'autres estiment que le corps professoral doit veiller à ne pas partager de contenu, de propos ou de mots qui sont sensibles pour éviter de blesser des personnes qui pourraient être inconfortables face à ces mots. Les mots sensibles sont des mots qui peuvent susciter des réactions émotionnelles assez profondes chez quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il peut être utile de se rappeler que les étudiants et étudiantes, même si plusieurs l'ignorent, ont des droits au sein de leur établissement universitaire. Plusieurs universités québécoises ont des politiques renforcées pour protéger tous ces droits de la communauté étudiante. Mais celle-ci les connaît-elle? Comment s'assurer du respect des droits des étudiants? D'abord, en s'assurant qu'ils et elles connaissent leurs droits et leurs libertés. Ensuite, en rendant accessible et visible la Charte des droits et des libertés des étudiants. Une avenue pourrait être de multiplier les occasions de rencontres entre étudiants et enseignants pour renforcer les liens et échanges entre ces deux groupes de personnes importantes du milieu d'enseignement. À travers ces rencontres, les étudiants comprendront la nécessité de laisser les enseignants exercer leur rôle autoritaire, car les enseignants sont ceux qui partagent leurs connaissances aux étudiants. Ils ont une expertise reconnue pour former les étudiants et une approche scientifique à la production des connaissances. Si les propos partagés par les enseignants ne leur conviennent pas, les étudiants devront éventuellement en parler directement aux enseignants pour qu'ils soient au courant de cela. Les enseignants doivent aussi être conscients que les sujets qu'ils abordent peuvent susciter des réactions de la part des étudiants. Chacun d'entre eux doit comprendre le rôle qu'exerce l'autre et doit respecter ses droits et ses libertés. Les institutions publiques, comme les organismes, les ministères et surtout les universités, ont, et ce depuis toujours, un immense rôle à jouer dans l'avancement des connaissances, dans la production et la transmission du savoir. Ces institutions ont donc une influence considérable sur la liberté académique. Intéressons-nous aux enjeux et perspectives qui leur sont propres sur cette question. Beaucoup de commentateurs ont scruté à la loupe l'influence des institutions publiques sur la liberté académique et ont fait état d'une censure institutionnelle au Québec. C'est le rapport final de la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire qui le dit. La censure institutionnelle, c'est une série d'actions, de mesures ou de politiques qui a comme conséquence de freiner la circulation d'idées. Cette censure entrave la liberté universitaire en empêchant, par exemple, la communauté académique de mener à bien leurs recherches ou de s'exprimer librement sur certains sujets. Même si les universités sont des institutions indépendantes, elles vivent leur propre pression. À l'interne, il y a des attentes de la part du corps professoral, des élèves, de l'administration ou des syndicats. À l'externe, des enjeux de financement peuvent influencer leur autonomie. Prenons par exemple le programme d'appui à la laïcité. Ce programme du gouvernement caquiste accorde des bourses aux chercheurs et chercheuses qui veulent étudier la laïcité et pousser la réflexion plus loin. Toutefois, le gouvernement impose des conditions. Tout d'abord, en indiquant que les recherches doivent promouvoir le modèle québécois défini par la loi sur la laïcité de l'État. Deuxièmement, en statuant que les recherches qui sont financées doivent engendrer des retombées positives pour le gouvernement du Québec et le secrétariat. Ce type de pression externe peut amener à une politisation des universités ou même de la recherche. Si le financement des recherches dépend de l'agenda politique du parti au pouvoir, à quel point peut-on parler de liberté académique dans nos universités? Des changements de culture s'imposent afin de lutter contre la censure institutionnelle. D'après des récents sondages, trop d'enseignants et d'enseignantes ou de chercheurs-chercheuses s'auto-censurent pour se donner de meilleures chances de financement ou d'avancement professionnel. Les élèves en payent aussi le prix, puisqu'ils et elles se retrouvent avec un enseignement ou des conclusions de recherche biaisées, ce qui peut affecter leur confiance envers l'université. En avantageant des idées ou des sujets plutôt que d'autres, on s'éloigne d'un véritable vivre ensemble où les points de vue s'entrechoquent. La pluralité d'opinions dans nos institutions doit être vue comme une richesse. La censure institutionnelle peut aussi ouvrir la porte à la désinformation. Face au vide d'informations crédibles, les pseudo-experts peuvent diffuser de faux renseignements pour faire avancer différentes théories sur plusieurs plateformes.
ce qui peut être dramatique dans une société où les opinions sont déjà polarisées. La pression exercée par les différentes parties prenantes amène plusieurs questionnements. Est-ce que l'autonomie de nos institutions permet une liberté académique? Que se passe-t-il si des chercheurs ou des chercheuses veulent mener des recherches contre les intérêts de l'institution où ils et elles travaillent? La critique de l'institution elle-même est-il toujours bien accueillie? Le devoir de loyauté des professeurs est-il un frein à la liberté académique? L'enjeu de la liberté académique ne se limite pas seulement au respect de la sensibilité des uns et des autres. Il devrait aussi prendre en considération le respect de l'autonomie des universités au niveau du financement, de l'enseignement et de la recherche, tout en préservant la libre expression des membres qui composent ces institutions. Le sujet de la liberté académique est clivant et déchaîne les passions. Le débat s'étend bien au-delà des salles de classe et du milieu universitaire. Plusieurs éditorialistes, chroniqueurs ou membres de la communauté universitaire prennent position dans les médias. Leurs propos manquent parfois un peu de nuance. Selon les accointances idéologiques du média ou de l'éditorialiste, il arrive de tomber sur des articles manquant d'objectivité dans la présentation des informations. Il est important d'avoir un esprit critique pour éviter les pièges de la polarisation et du manque de nuances, qui, il faut le dire, guettent certains médias ou chroniqueurs. Il est utile de prêter attention à la source de l'article ou du texte pour s'assurer de sa crédibilité. On peut aussi questionner la nature de l'article. S'agit-il d'un texte factuel, d'un texte d'opinion ou d'un texte d'analyse? Le fait que les médias ouvrent leur tribune à une diversité d'acteurs concernés par la question de la liberté académique, étudiants, professeurs ou membres de la communauté universitaire, a du bon. Cette multitude de points de vue permet d'enrichir la discussion. En partageant ces informations et en les vulgarisant, les médias peuvent être des alliés dans cette question. Ils peuvent mettre en lumière des enjeux précis liés à la liberté académique. Un article publié en début d'année dans la presse relatait un cas illustrant comment le gouvernement peut financer la recherche, en fonction de ses orientations et intérêts partisans. Le gouvernement de la CAQ a lancé une initiative intitulée « Programme d'appui à la laïcité ». À travers ce programme, le gouvernement soutient les chercheurs qui veulent étudier la laïcité. L'un des objectifs du programme de financement est, vous l'aurez deviné, promouvoir le modèle québécois défini par la loi sur la laïcité de l'État. Il s'agit aussi de soutenir des projets qui généreront des retombées positives pour le gouvernement du Québec. Que l'on soit en accord ou pas avec cette vision des choses, on peut au moins s'accorder que cet éclairage médiatique a permis de mettre sur la table cette question. Cette mise en lumière favorise le débat démocratique et rappelle l'importance de la transparence pour des enjeux aussi sensibles. Un autre exemple d'enjeu lié à la liberté académique qui a été mis en lumière par une couverture médiatique est l'impact des différents statuts d'emploi sur la liberté académique. Des chargés de cours et professeurs à temps partiel ont, au cours d'entretiens avec le quotidien La Presse, révélé qu'ils pratiquaient l'autocensure dans leur enseignement, de peur de perdre leur contrat. Ceci montre bien que la précarité du statut d'emploi d'un enseignant ou d'une enseignante peut mettre à mal l'exercice de sa pleine liberté académique, contrairement aux professeurs agrégés ou titulaires qui bénéficient d'une stabilité d'emploi. On a aussi pu constater que le débat entourant la liberté académique a été très présent sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. Le rapport de la Commission sur la liberté académique mentionne le cas d'une professeure qui a soutenu avoir tronqué une citation d'un texte du 19e siècle dans lequel apparaît le mot en haine. Elle affirme l'avoir fait afin d'éviter d'être prise pour cible sur les médias sociaux. Même si cette citation est cruciale dans le domaine d'études des langues créoles qu'elle enseigne. Il y a donc une certaine peur d'avoir à subir des représailles. Un autre défi qui se présente est la difficulté à tracer la ligne entre l'exercice de la liberté académique et le droit à la liberté d'expression du membre du corps professoral à titre de citoyen. Par exemple, un professeur qui exprime une opinion pro-russe sur son compte Twitter dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine. Peut-on dire qu'il exerce son droit à la liberté d'expression? Sa réputation et sa crédibilité devraient-elles être mises en question? D'un autre côté, il y a plusieurs comportements répréhensibles qu'on peut observer sur les médias sociaux. La cyberintimidation, l'invective, l'insulte, le manque de respect envers les opinions contraires
et l'atteinte à la dignité des personnes. Les nombreux incidents constatés ici et là illustrent le besoin d'établir des normes de conduite applicables aux étudiants, aux profs et aux autres membres de la communauté universitaire, notamment en ce qui concerne l'interdiction de la cyberintimidation. Les médias ont permis de mettre la lumière sur des enjeux liés à la liberté académique, peu ou pas connus du grand public. On peut penser à l'ingérence de l'État dans la recherche scientifique ou les conséquences du statut contractuel et vulnérable des chargés de cours sur l'exercice de leur liberté académique. Ceci dit, certains points de vue émis dans les médias peuvent être simplistes et vecteurs d'extrême polarisation et d'intolérance vis-à-vis des idées contraires, exacerbant ainsi les tensions. D'où la nécessité de garder un esprit critique, mais aussi de favoriser le dialogue, la tolérance et l'ouverture d'esprit, le tout dans le respect des différences. Cette année a été marquée par plusieurs crises, dont la liberté académique, qui a fait l'objet des grands débats et des déchirements sur la place publique. Nous constatons toutefois que les choses sont en voie de changement. C'est encourageant de voir que les choses bougent et évoluent sur cette question importante. Tous les débats concernant, entre autres, l'utilisation du mot commençant par la lettre N dans les salles de cours et les discussions qu'on suivit ont créé une brèche. Et de cette brèche, un mouvement s'est enclenché. Mais la liberté académique ne s'arrête pas qu'aux tensions autour de l'emploi ou non du mot en N. Il faut penser aussi à la place de la liberté de recherche, la liberté de critique d'établissement, sans être soumis à des dogmes ni à la censure. Pendant notre parcours de rédaction de la vie jeunesse, nous avons analysé l'état de la liberté académique au Québec. Au fur et à mesure de nos recherches, de nouvelles questions surgissaient. Quel est le rôle de l'université? Quel impact a la loi dans le monde académique? Quel rôle jouent les médias sur cette question? Existe-t-il vraiment une crise de la liberté académique au Québec ou est-ce que c'est juste une tempête dans un verre d'eau? Comme vous l'avez entendu précédemment, nous avons trouvé certaines réponses à ces questions alors que d'autres restent encore en suspens. À l'annonce du projet de loi 32, certains éléments, notamment le point 6, troublent plusieurs associations ou personnes. Le point 6 dit « Le ministre peut, lorsqu'il estime nécessaire pour protéger la liberté académique universitaire, ordonner à un établissement d'enseignement de prévoir dans sa politique tout élément qu'il indique. » Fin de la citation. Il demeure un grand flou autour de la dernière partie de cette phrase. Le fait que le ministère se réserve un droit d'ingérence dans la politique d'établissement questionne. Cela ne donne-t-il pas trop de pouvoir au gouvernement sur les universités, établissements qui doivent rester affranchis des influences du pouvoir politique? Dans le projet de loi, on suggère aussi que chaque établissement forme un comité sur la question pour superviser la mise en place de la politique et régler les éventuels litiges. La réglementation de la liberté académique sur des critères gouvernementaux est une idée pionnière que la province adopte avec beaucoup d'avance sur d'autres pays. Mais est-ce que ça serait suffisant? Comment ces comités seraient bâtis et comment les décisions seraient tranchées? Sommes-nous vraiment convaincus que la solution à cette épineuse question réside uniquement dans la création des conseils qui ne viendront qu'éteindre des feux? Ne faudrait-il pas plutôt éduquer en amont et soutenir la prévention? Et puis, avant de connaître la composition de ces conseils, on s'inquiète dans quelles mesures seront prises pour s'assurer que les étudiants et étudiantes soient réellement protégés sur le long terme. L'idée de créer un conseil voué à appliquer une politique universitaire et examiner les cas échéants n'est qu'un pansement sur un problème plus complexe. L'idéal serait de pouvoir outiller les étudiants et étudiantes avant leur entrée à l'université, par des cours ou des ateliers de sensibilisation à la liberté académique et tout ce qu'elle implique. Dans le Mémoire sur la liberté académique en enseignement supérieur, rédigé par le Conseil supérieur de l'éducation en juin 2021, nous pouvons lire comment les experts voient le futur cours d'éthique et culture religieuse comme un outil fondamental pour réfléchir sur ces enjeux de la plus jeune âge. Affûter son esprit critique et se pratiquer à tenir des débats et discussions, même si confrontantes, dans le respect. Il nous semble aussi important de continuer à créer des espaces pour dialoguer et même débattre sur la question. Par exemple, en organisant des tables rondes, des colloques et autres activités sur le sujet. Ces espaces doivent exister dans les cégeps comme dans les universités, mais aussi dans les espaces publics pour qu'ils soient accessibles à tous et à toutes.
Toute la démarche que le Comité de la vie jeunesse a faite nous confirme la nécessité de ces espaces, des dialogues, pour aborder franchement et longuement ces questions qui demandent beaucoup de nuances et sensibilités. Rappelons-nous que la liberté académique influence la vie quotidienne de tous et toutes, et nous devons, à travers le dialogue et le débat, avancer collectivement sur la question. Après un an de recherche, de délibération, de réflexion collective, de différentes couvertures médiatiques, le Comité de la vie est fier de présenter au ministère de l'Immigration, de la Francisation et l'Intégration ses recommandations. Première recommandation. Favoriser la compréhension de la liberté académique et de son importance pour notre démocratie, en valorisant le rôle des universités dans les avancées scientifiques, la production des connaissances et la mobilisation sociale. Deuxième recommandation. Considérer la pluralité d'opinions comme une richesse et embarquer dans le dialogue de manière constructive. On n'est pas obligé de partager tous et toutes les mêmes idées, mais essayer de comprendre nos différences pour construire notre avenir en tant que société. Troisième recommandation. Continuer de réfléchir à cette question et exiger de la transparence et de la redevabilité quand des décisions sont prises concernant nos universités. Quatrième recommandation. Donner la parole aux personnes principalement concernées par cette question, les profs, les chargés de cours, les étudiants et étudiantes, les personnels salariés, etc. Merci d'avoir écouté les fruits de nos mois de recherche et réflexion. Si les sujets vous intéressent, nous vous invitons à suivre le développement de cette question ici et ailleurs dans le monde et à vous engager dans ces débats publics. À plusieurs, on trouve de meilleures solutions.